Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Mon chum et moi avons choisi de faire équipe pour fonder une famille avec tous les défis que ça comporte. Oui, on est heureux de notre décision, mais au quotidien, c'est vrai que ça amène des défis. Parfois, il faut discuter, revoir quelles valeurs on veut mettre à l'avant-plan avec nos enfants. Certains sont en couple, d'autres sont séparés, d'autres ne sont pas en couple du tout, mais ont décidé de former un duo afin de fonder une famille. Mais comment faire une bonne équipe parentale? Eh bien, j'ai posé la question à deux parents leaders, Nancy Doyon et Martin Daigle, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir, oui, deux parents leaders, des coachs familiaux, mais aussi un couple, Nancy et Martin. Bonjour. Bonjour. Allô. J'aimerais que vous me disiez, j'imagine, comme partout ailleurs, c'est pas toujours parfait chez vous. Votre équipe parents, je pense que vous faites de votre mieux, mais on a tous de mauvaises journées parfois. Mais en quoi quand même vous jugez que c'est important que les deux parents, les coparents, en viennent à un consensus sur notre vision de l'éducation pour nos enfants? Alors, on va le dire d'emblée, nous, on est une famille recomposée. Hmm. Alors, Martin a 2 garçons, moi, j'ai une fille et on s'est recomposé. Donc, on a aussi des ex avec qui il faut composer et des ex différents avec des valeurs différentes. Donc, tu sais, le défi de la coparentalité, quand il y a séparation, recomposition, le père de ma fille a 2 enfants avec quelqu'un d'autre et ces enfants-là ont un père. Tu sais, je veux dire, il y a quand même... Ça devient un peu exponentiel finalement, le nombre d'adultes qui interviennent finalement dans l'éducation de l'enfant là, à titre de parents, coparents, belle-mère, beau-père, là, selon le terme. La raison principale pour laquelle c'est si important, la coparentalité, c'est parce que ça permet de développer la sécurité affective de l'enfant, l'espèce de stabilité où il se sent pris en charge, aimé, guidé, encadré d'une façon qui est relativement cohérente avec tous les adultes qui sont là derrière lui pour son éducation. Et je crois que ce qui est important aussi, si au niveau des valeurs, souvent ce qui va ressortir, c'est les valeurs. Donc, si au niveau des valeurs, il y a des divergences, à titre de coparents, c'est important peut-être de s'entendre sur les valeurs prioritaires qu'on va garder, eux autres, on ne négocie pas, on prend ces règles-là, ces valeurs-là, puis c'est ce qu'on enseigne aux enfants. Et puis, il y a certaines valeurs pour lesquelles on peut dire, ben, tu sais quoi, celle-là, je peux la laisser de côté. On a une divergence d'opinion, puis moi, de mon côté, je ne commencerai pas à me battre pour ça. Et c'est ça, c'est que, tu sais, admettons que ce soit dans une seule maison ou dans 2, Oui. Comme parents, on ne sera jamais exactement pareil. Non, parce qu'on a un bagage différent aussi, un homme, une femme, peu importe. On arrive avec nos expériences aussi. C'est impossible qu'on soit pareil. Il y a beaucoup de couples que des coparents où est-ce que, exemple, tu vas avoir le monsieur qui est le perroquet de la madame. Donc, la maman va intervenir. Écoute ta mère! Bon, range ton manteau. Là, tu vas entendre le papa dire ouais, range ton manteau. Donc, Mais en même temps, tu sais, on veut que chacun prenne son rôle, que chacun prenne sa place, parce que ça permet aux enfants d'avoir une belle diversité. Tu sais, on enseigne les choses, des fois les mêmes choses de façon différente. On guide les enfants de façon différente. On a des styles éducatifs différents. Nous, souvent, dans certaines situations, là, que ce soit ses enfants ou la mienne, des fois, je vais déléguer Martin pour parler de certaines choses parce qu'il y a plus de tact, plus de douceur. Donc, dépendamment de l'enfant auquel on s'adresse ou dépendamment de la situation, parfois, il vaut mieux que ce soit lui. Et dans d'autres situations, exemple, son fils le plus vieux a plus besoin d'encadrement. Puis lui, il y avait des trucs qu'il venait le chercher. Alors, moi, j'étais plus
ferme et calme. Fait que parfois, c'était moi qui étais déléguée. Il ne faut pas hésiter donc à partager. Travaillons chacun avec nos forces finalement. C'est exactement ça. Mes forces ne sont pas les forces de Nancy et les forces de Nancy ne sont pas les miennes. Donc, à titre de coparent, il faut être capable d'utiliser les forces de l'autre dans l'intérêt de l'enfant. Ouais. Et puis si on revient sur les valeurs, ben, tu sais, comme là, nous, je ne sais pas si on prend son fils, ben, il y a 4 parents, à quelque part. Oui. Il y a son père, sa mère, sa belle-mère, son beau-père. On n'est pas des vrais parents, mais quand même, tu sais, on vit avec lui. Important. Le rôle est important. Tu sais. Moi, je vais transmettre, même si je ne ferais pas les choses exactement de la même façon que Martin, je transmets des valeurs à son fils. Alors, il y a 4 adultes en autorité pour l'aimer, le chérir, l'écouter, l'accompagner, être là pour lui, l'encourager. Tu sais, c'est cool quand on va, par exemple, il joue au football, puis on est les 2 familles ensemble, puis on est là, puis on l'encourage, puis après sa game, ben, il vient de prendre dans ses bras tout le monde. Ben, il y a 4 adultes de qui il est aimé de façon inconditionnelle. Hey, C'est ça des vaut bonifiés. Oui, exactement. Si notre enfant revient de chez papa-maman et nous raconte ce qui s'est passé, puis on se dit, oh mon Dieu, pourquoi ça s'est passé comme ça? Comment on devrait réagir? Est-ce qu'on essaie d'intervenir sur le coup, mais en même temps, on peut mélanger aussi peut-être notre enfant, ou on prend du recul et on en rediscute à un autre moment? Je pense qu'il y a quand même une petite nuance à apporter face à l'enfant lorsque, exemple, l'un des 2 conjoints intervient sur l'enfant et que l'autre conjoint n'est pas d'accord. Et la deuxième situation, lorsque l'enfant revient de chez l'autre parent. Une des choses que je trouve importante, c'est toujours revenir sur les valeurs souvent. Moi, je ne suis pas en accord, exemple, avec la façon de procéder de la mère de l'un de mes fils. J'ai le choix, soit que j'entre dans, quand mon fils rentre, ouais, mais maman, elle me tanne, puis elle est achalante, puis je la trouve envahissante, soit que j'embarque dans le jeu en lui disant, ouais, c'est vrai, elle est envahissante, puis ça n'a pas de bon sens, ou je dis, ben, tu sais, mon cœur, ta mère fait ça pour X, X, Y raison. Tu sais. Selon ses valeurs, pour elle, c'est important. Donc, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas quelque chose qui est méchant envers toi. C'est simplement que selon ses valeurs à elle, elle trouve ça important. Donc, de sensibiliser l'enfant à certains gestes qui peuvent être posés ou certaines paroles qui peuvent être dites de la part de l'autre parent. L'autre élément aussi, c'est que ça dépend. Moi, mon mot d'ordre en intervention, c'est ça dépend. Ça dépend, entre autres, de la gravité de la situation. Si devant mes yeux, mon conjoint est en train de secouer mon enfant comme un pommier ou hurler dessus, il a complètement pété les plombs, bien, je vais intervenir sur le champ et ce sera correct. Je vais éviter de le discréditer, je ne vais peut-être pas l'engueuler, je vais dire stop! Et je vais faire quelque chose. De la même façon que si mon conjoint, c'est mon enfant qui est en train de lui taper dessus et que lui, il ne fait rien, je vais intervenir. Donc, quand on est dans les extrêmes, c'est important d'intervenir sur le champ et on va en reparler. On ne va pas partir sur une grande discussion là, mais on va en reparler plus tard, mais on va intervenir sur le champ. Dans les situations qui sont un peu moins graves, on va essayer d'attendre avant d'en parler. Donc, les situations qui sont moyennement graves, on laisse aller et on reprend la situation plus tard pour ne pas discréditer l'autre parent devant l'enfant. Si c'est mon ex, que je trouve que ce qu'il a fait était vraiment très, très moyen, ou bien il a donné des permissions qu'il n'aurait pas dû, ou bien, je pense à un papa qui laissait sa petite fille de 4 ans écouter Très mort. C'est un film avec un film d'horreur. Bon. Je vais l'appeler et on va en discuter loin des oreilles de l'enfant. Et quand l'enfant va me rapporter quelque chose, je vais essayer de ne pas trop réagir à ça. Mais en même temps, il y a aussi l'autre piège. Je trouve que, et là, je vais m'adresser surtout aux femmes, j'ai vu aussi des couples qui le faisaient tous les deux. Il faut faire attention à ne pas tomber dans le syndrome du gérant d'estrade. Oui, c'est facile de critiquer l'autre, mais des fois, on se voit moins nous-mêmes aussi. Bien, exact. Donc, tu sais, moi, j'ai vu des mamans, des papas qui se surveillent constamment l'un l'autre et qui trouvent à redire à toutes les interventions de l'autre. Ta question n'était pas claire.
Ben là, tu as été un peu sec quand tu es intervenu. Ben là, elle t'a demandé un bisou, puis tu l'as fait attendre, des bisous, tu sais. Donc, parfois, ça arrive qu'on observe l'autre dans ses interventions, puis on note tout ce qu'on n'aurait pas fait exactement de la même façon. À un instant, là, tu sais, les enfants, c'est pas, lourd. je veux dire, c'est pas du cristal, là, tu sais, c'est pas parce que, tu sais, bon, dans nos défauts respectifs, moi, des fois, je suis un peu plus directive. Ben, les enfants, ils survivent, là, tu sais, quand je suis un peu trop direct. Martin, parfois, il est un peu trop fin, puis il a tendance à faire les choses à la place des enfants. Ben, ils survivent, là, tu sais. Donc, il faut aussi faire attention à ça, je pense. Tu sais, la coparentalité, c'est aussi de respecter le style éducatif de l'autre. Ah, j'aime ça. Ouais. Oui, de respecter le style éducatif de l'autre et de ne pas jouer à l'ange et au démon, au diable. Ah, mais ça, c'était la mode, justement, avant, souvent. Hein? Attends pas que ton père arrive. Quand ton père va arriver, je vais y raconter ça. Moi, je l'ai vécu. Ma mère me disait, c'était la menace ultime, attends que ton père arrive. Ouais. Donc, là, on fait passer l'autre parent pour le méchant, le diable dans la maison. Donc, puis des fois, ça peut être fait à la blague, là. Donc, il y a des parents, des fois, quand on va mettre une situation, les papas, on aime ça jouer aux jeux vidéo avec nos gars, là. Donc, on joue aux jeux vidéo. Et là, maman arrive en disant, hey, ça fait 2 heures que vous jouez, fermez, c'est l'heure que, exemple, Louis aille se coucher. Ah, je te dis, maman est méchante, hein? Elle nous oblige à arrêter. Le papa ou ben, c'est souvent le papa, là, mais le papa qui fait alliance avec son enfant contre l'autorité de maman. Là. Ouais, je comprends. C'est subtil parce que justement, parfois, c'est une blague ou autre, mais Oui. ça s'inscrit quand même quelque Si la part. blague est répétée de façon fréquente et qu'à un moment donné, tu te poses la question à savoir, c'est-tu vraiment une blague? Parce que ça se lance tout le temps, puis à un moment donné, ça devient routinier. Puis ça Ça s'inscrit. s'inscrit dans le cerveau de l'enfant. Là. Ça, ou encore, trop chercher à compenser pour l'autre parent. C'est un piège à ours dans lequel je suis tombée, moi. Le père de ma fille ne faisait pas beaucoup d'activités avec sa fille. Alors, je suis tombée, moi, dans le piège de dire, ben moi, je vais en faire beaucoup. Je m'auto-justifiais à moi-même en me disant, ben, puisqu'elle ne fait pas beaucoup d'activités chez son père, ben, je vais en faire plus de mon côté, ça va être bon pour elle. Mais à quelque part, si je suis honnête, avec le recul, là, si je suis honnête envers moi, il y avait comme une espèce de notion de compétition, de dire, ben, Chez nous. elle va apprécier parce que chez nous, on fait des choses alors que son père ne fait rien. Et tu sais, sans que je lui dise, j'espérais qu'elle s'en rende compte et qu'elle puisse dire un jour, ah, je m'emmerde chez papa, mais une chance que toi, maman, je fais des choses avec toi. Peut-être la culpabilité, des fois de la séparation, le parent qui peut-être parfois a instigé ça ou est la personne là, qui a dit bon, on a pris cette décision-là, peut dire par culpabilité, je vais justement être l'espèce de géo, là, remplir l'horaire, m'assurer que mon enfant vive pas de peine et soit toujours heureux là, lorsqu'il sera avec moi. Ça, ou tu sais, quand, admettons, si je me rends compte que, je sais pas, moi, je suis en couple avec quelqu'un qui serait, à mon sens, trop sévère, je pourrais tomber dans le piège de m'en aller un peu dans l'autre excès et de devenir un peu la sauveuse de mes enfants. Alors, papa a levé le ton, a dit non de façon un peu trop sèche, et là, moi, je récupère les enfants qui viennent forcément se plaindre à moi, puis je fais « Oh, pauvre toi, papa a été dur avec toi. Oh, est-ce que tu as de la peine, mon bel amour? » Et là, tu sais, je deviens mielleuse. Alors, quand je fais ça, j'amplifie chez mon enfant la peur de papa. J'amplifie chez mon enfant l'impact négatif de ce que son père a fait. Si j'ai un parent qui est trop permissif, l'autre risque de tomber dans devenir trop rigide. On a tendance, moi j'appelle ça la loi de l'équilibre, on a tendance dans un couple, qu'on soit ensemble ou séparés, à comme tout le temps essayer de chercher l'équilibre. Quand il y en a un qui tire trop d'un bord, l'autre va là. Fait que si je trouve que papa n'est pas assez affectueux, je risque de donner le double d'affection et quasiment tomber envahissante avec les enfants. Donc, il faut faire attention à ça. Tu sais, dans un monde idéal, on essaie d'être pas mal tout le temps au juste milieu. Comment devrions-nous réagir si notre enfant vit une phase de rejet d'un des deux parents? Parce que, je dois l'admettre, on l'a vécu chez nous. Mon fils avait tendance à « c'est maman, 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 maman ». Mon chum
peu importe ce qu'il faisait, quelque chose une permission ou parfois justement une intervention, peu importe, c'était toujours maman pendant une certaine période et il me le verbalisait le soir. Ça me fait mal, ça me fait de la peine. Je m'implique, je suis là, puis c'est un papa hyper impliqué, là, je veux dire, chez nous, c'est pratiquement 50-50 vraiment, là. Mais durant une phase, un enfant qui dit « Non, papa », ou même il peut prononcer la fameuse phrase « Je t'aime plus », l'espace d'un moment. Comment on accueille ça? C'est difficile à accueillir. Je l'ai vécu, mais souvent, c'est dans les bas âges. Donc, moi, je me suis séparé de la mère de mon plus jeune. Il y avait 6 ans. 6 ans. Et puis, il ne voyait que sa mère dans sa soupe. Donc, pour moi, c'est certain que ça venait me chercher, ça venait me blesser, ça venait me chercher, ça venait vraiment me blesser intérieurement, parce que je disais, voyons, pourtant, je considère que je suis un bon père. Mhm. Mais il faut réaliser que c'est juste une phase, ça. Il y a un stade où est-ce que l'enfant va être plus près d'un des deux parents. Comme là, présentement, ça peut être, quand ils sont jeunes, c'est beaucoup la maman. Et en vieillissant, des fois, ils vont se trouver plus d'affinité avec le papa et vont changer. Ils vont dire, ben non, finalement, moi, j'aime plus être avec papa. Là, c'est papa. Il faut vraiment avoir en tête que c'est temporaire. Maintenant, ce que je dirais, c'est peut-être faire attention à ne pas trop accorder justement d'attention à ça. On va le voir souvent chez les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, où, tu sais, au-delà de la préférence, là, c'est vraiment je veux du jus, mais il faut que ce soit maman qui me le serve. Si c'est papa qui m'amène mon assiette, je ne mange pas. C'est le moment de m'habiller, non, c'est maman. Donc, accordez peu d'attention à ça et je vous invite à ne pas obéir à ça. Parce que c'est souvent plus un jeu de pouvoir qu'une réelle préférence. OK. C'est souvent plus je veux observer, voir si les adultes vont m'obéir. Je vais observer, voir comment mon parent que je rejette survit à ça. Il y a une espèce aussi de test d'amour derrière, tu sais, de dire mon parent, est-ce qu'il est assez fort pour survivre à mon rejet? Oh mon Dieu, ça peut aller loin quand même, hein? Ben oui, c'est comme une espèce d'enjeu de sécurité affective, encore une fois. OK. Il y a d'une part, je comprends, je prends conscience de l'impact du pouvoir que j'ai sur mon environnement. Ça commence dès l'âge de 2 ans. J'aime ça. Ça va Donc, moi, vite, je hein, quand suggère même. qu'on n'obéisse pas à ça. Fait que, tu sais, par exemple, c'est un peu de la même façon qu'un enfant de 4 ans, il me demande du jus, puis là, j'ai servi son verre de jus dans un verre jaune, puis il me dit non, le verre bleu. Je vais faire écoute, mon gars, ça va être le jaune pour aujourd'hui. Non, je veux le verre bleu. Ben, c'est le jaune où tu t'en passes. C'est ça. Maman le dépose là, tu as le choix. Si tu as soif, tu le bois, sinon tant pis. OK. Exact. Fait que là, ben, tu sais, on fait un peu front commun dans non, ce soir, là, c'est mardi, ils ne savent pas les jours de la semaine. C'est mardi, le mardi, c'est papa qui donne les bains. Braille, crie, chiale, roule-toi par terre, c'est papa ce soir. Nous, on prendra un temps après. Mais c'est non négociable. Mais justement, parce que sinon, on parle de la fameuse charge mentale, l'accumulation des tâches, hein. Souvent, bon, que ce soit les rendez-vous médicaux, certaines tâches, sans nécessairement être des tâches du quotidien, mais parfois davantage en planification que la maman va prendre en charge. Mais justement, si on veut pas alourdir encore plus notre charge, on peut pas céder à ce genre de choses-là. Ou même parfois, moi, chez moi, ma fille, là, 5 ans, est là-dedans. Dès que je travaille, si je suis à la maison, « Ah, maman travaille tout le temps. » Puis là, on a essayé de lui faire prendre conscience. « Attends, papa, il a passé la journée au bureau, t'as rien dit. » Et là, maman, elle s'assoit à son bureau 1 heure, là, top chrono. Maman travaille toujours. Puis on lui a demandé un petit peu, bon, elle a 5 ans quand même, elle s'exprime bien. Pourquoi? Elle a dit, je le sais pas, mais elle a dit, ça me dérange. On se demandait. Ça la dérange parce qu'elle te voit travailler. Ah, si je m'en allais, ce serait différent. Oui, c'est ça. Nous, on est en télétravail ici. Puis même si son fils était quand même grand, il faisait comme pas la différence entre on est devant notre ordinateur en train de travailler ou devant notre ordinateur en train de jouer. Il ne voyait pas la différence. Lui, tout ce qu'il voyait, c'est une espèce de contrat relationnel. Les enfants sont habitués à quand je vois mes parents, ils sont disponibles à moi. Ils sont supposés, en tout cas, être disponibles à moi.
Oui, Alors, OK. s'ils ne sont pas disponibles à moi, j'ai du mal à conceptualiser que ce qu'ils font, c'est du travail. Si je vois Mmh. que tu es en train de brasser la soupe, je comprends. Mais si je vois que tu es devant ton ordinateur, j'arrive pas trop à comprendre. Je comprends que eux, donc, la télé, la tablette, le téléphone, pour eux, c'est normal. Ils associent ça au loisir, au plaisir. Donc, pour eux, effectivement, maman joue et elle ne s'occupe pas de moi ou elle ne m'accorde pas d'attention. Ah, j'aime cette idée-là. Puis il y a de plus en plus de travailleurs autonomes aussi, là. C'est important de... Ça m'amène à un point, tu sais, dont on a déjà parlé dans une autre capsule, c'est les enfants sont habitués à ce qu'on soit totalement dévoué à eux dès qu'on est en leur présence. Moi, je pense que très tôt avec les enfants, c'est une bonne idée que de mettre une espèce de distance où on leur dit, ben écoute, je suis beaucoup là pour toi, mais sais-tu quoi? Moi aussi, je suis importante. Moi, j'ai dit très tôt à ma fille, tes désirs ne valent pas plus cher que les miens. Je trouve ça important que dès l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, ben, si papa est là, moi, quand je vais aux toilettes, je ferme la porte et je verrouille la porte. Et non, je n'étais pas sur mes genoux parce que c'est mon espace à moi. Tu vas devoir attendre que je sois disponible. Dès l'âge de 3 ans, que je m'assois pour lire de temps en temps et que je dise à mon enfant, ben non, là, je ne suis pas disponible à toi, j'ai envie de passer du temps pour moi. J'ai envie de lire et je fais quelque chose pour moi. Je n'ai pas envie présentement de jouer avec toi parce que je ne t'appartiens pas. Et au début, les enfants trouvent ça difficile. Puis après ça, ils constatent que, ben, parfois, maman est disponible à moi, parfois, elle ne l'est pas. Parfois, elle fait quelque chose pour elle, parfois, elle fait quelque chose pour moi. Mmh. Se permettre comme couple de partir manger au resto puis de ne pas amener les enfants. Si Oui. on a toujours inclus les enfants avec nous, pour eux autres, le couple n'existe pas et il n'est pas supposé Mmh. exister. Et il peut y avoir aussi un petit peu, lorsqu'ils sont un peu plus vieux, de chantage émotif parce que, bon, là, c'est sûr qu'avec la pandémie, on sort moins, mais nous, par le passé, on essayait, on est chanceux, on a des gens près de nous pour nous aider, de faire des sorties justement au resto, évidemment en famille, mais une fois, disons, aux 2 semaines, d'y aller en couple ou de faire une activité de couple, peu importe laquelle. Et là, les enfants, au moment de partir, eh bien, vous nous amenez pas, c'est pas gentil, ou, tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup de phrases comme ça. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on a eu tendance à mentir. On disait qu'on s'en allait travailler, qu'on s'en allait en réunion, comme ça, zip, il y avait aucun commentaire. Mais si on disait qu'on allait faire une activité, par exemple, faire du ski, ils aiment ça, mais papa, maman vont en faire seuls. Oh, là, c'était. Est-ce qu'ils ressentent ça comme du rejet ou est-ce que c'est une forme un petit peu de contrôle, justement, nos parents nous appartiennent? Puis, je trouve que c'est important, dans la situation présente, je trouve que c'est important quand même de ne pas commencer à mentir à nos enfants de ce Mmh. côté-là. Il faut être capable de s'assumer et de dire: «Maman et papa vont prendre un moment tout seuls». Parce que papa et maman sont amoureux l'un de l'autre et on a besoin de passer du temps tout seul. Ouais, puis tu sais, on comprend que c'est difficile à avaler comme pilule pour un enfant de mon parent ne m'appartient pas, puis il a envie de faire des choses sans moi. Fait que oui, sur le coup, ils vivent un peu comme du rejet, mais c'est à la longue où ils s'habituent, où ça devient une normalité et où ils comprennent que ben, mon parent, ben, parfois, il est tout désigné à moi, puis parfois, ben, tu sais, ne serait-ce que les bisous de couple. Nous, Mhm. quand on a commencé à être ensemble, quand on se collait, quand on se donnait des bisous, son garçon, qui avait à l'époque 7 7 ans. ans, débarquait puis il disait câlin collectif. Il voulait toujours être entre nous. Ah! Alors, Mhm. parfois, ce qu'on faisait, c'est, oui, on disait, oui, là, c'est un câlin de famille. Et parfois, on disait, non, là, ça, c'est des câlins d'amoureux. Et il le prenait très difficilement au Oui, début, là. Mais à la longue, à force de le faire, puis de se positionner et de ne pas toujours l'inclure dans les câlins lorsqu'on se donnait des câlins, moi et Nancy, à un Mhm. moment donné, c'est venu naturel, puis c'est venu correct pour lui. ouais. Je Fait que c'est comprends. devenu normal parce que, comme il a été confronté souvent, parce qu'il nous sentait aussi très à l'aise de le faire. C'est sûr que si je vais manger au restaurant avec mon chum, puis que mes enfants pleurent, puis que je pleure avec eux, puis que là, je suis bien Ouais. ambivalente, puis que je me sens coupable, puis que là, je me justifie, bien là, les enfants vont toujours bien ils vont avoir l'impression, de dire, ben, tu vois bien que c'est pas normal, regarde comment ils sont mal de partir. Mhm. À un moment donné aussi, je pense, on leur dit, comme vous avez dit, on ne ment pas, mais
on ferme la porte, on ferme la porte. Et très souvent, ce sont mes parents nous donnent un bon coup de main. Puis au début, lorsqu'ils étaient plus petits, ma mère me textait et disait, une fois la porte fermée, là, 30 secondes, ils ont passé à autre chose, ils sont partis jouer. Viens, papy, viens, mamie, on va aller construire, je sais pas quoi. Donc, c'est simplement parfois la transition, hein, le moment de coupure, le moment de départ, mais je pense qu'on en prend bien conscience, faut pas étirer ça. Mais j'aimerais revenir en terminant parce que le temps file sur la fameuse charge mentale. Si on se sent en tant que femme submergée, surchargée, est-ce que vous avez justement des trucs pour tenter de rééquilibrer ça un peu? On peut pas lancer la serviette puis dire c'est normal que la femme ait toute la charge mentale. Là. Il faut en discuter. Aidez-nous. Bien, écoutez, moi, je vais vous annoncer que vous allez devoir en rediscuter régulièrement. Parce que même les meilleurs, on dirait qu'il y a comme une espèce de force occulte qui fait que même si on remet les pendules à l'heure, rapidement, on revient dans nos vieilles habitudes. Moi, je pense que les filles, on est un peu formatées pour penser à un paquet de détails. Mais nous, notre truc à nous, c'est à toi l'honneur. Hein? Mais moi, ce que j'allais dire, c'est que vous avez le cerveau d'une femme est comme un walk-in. Donc, vous pouvez entrer dans votre walk-in et voir plein de choses. Nous, c'est simple, on est comme un bureau. Et on va avec un tiroir. Non, on a plusieurs tiroirs, mais ils sont fermés. Oui. Mais quand c'est le temps d'ouvrir un tiroir, on ouvre ce tiroir-là et on est dans le tiroir. On ne voit pas la commode ou le bureau en général. Ce qu'on voit, c'est le tiroir et on est très, très efficace dans ce tiroir-là. Oui. Donc, est-ce que le truc, finalement, ce serait de dire à notre conjoint une liste de choses précises à faire sans nécessairement qu'il y ait à voir le portrait? Non, moi, ce que j'aime, c'est qu'on se partage les dossiers. OK. On se parlait au départ, on va se servir des forces de chacun. Alors, nous, ce qu'on fait régulièrement, c'est, premièrement, moi, je me dis que je suis responsable de déléguer des dossiers. Si je ne les délègue pas, après ça, je suis aussi bien de ne pas me plaindre. Alors, c'est à moi, puis moi, ce que je vais souvent faire, c'est, Martin, tel aspect, j'aimerais que tu prennes le lead de ça. Est-ce que tu peux prendre le leadership? Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas, mais je vais lui demander. Je pense que c'est cette semaine, pas plus tard que cette semaine, que je lui ai dit, bon, tu sais, j'avais des trucs à régler, on travaille ensemble en plus. Je dis, écoute, cette semaine, est-ce que tu peux prendre le leadership de planifier le menu de la semaine, puis ce qu'on a de besoin, puis aller faire l'épicerie? Cette semaine, je vais couper les légumes, là, mais dis-moi quoi faire. Donc, mais c'est ma responsabilité de dire, cette semaine, j'ai besoin que tu prennes le leadership de ça. Et là, les premières fois, ça se peut que ce ne soit pas fait exactement comme je veux. On se réajuste. C'est où j'allais. C'est ça. Ouais, On se réajuste, mais une fois que j'y ai délégué, il faut que je réussisse à me taire. Ça, c'est un peu difficile. Il faut lâcher prise. Et là, je dirais une des choses, si jamais vous demandez à votre conjoint de préparer le repas, ne passez pas derrière constamment pour lui dire quoi faire. Mais tu sais, moi, j'ai envie de dire aussi, là, au-delà de déléguer des tâches, déléguer le leadership de quelque chose. Tu sais, on parle beaucoup de charge mentale. La charge mentale, pour moi, c'est un peu négatif. Si je demande à Martin, est-ce que tu peux leader? Tu sais, présentement, on est dans des démarches de réparation pour la maison. Je lui ai clairement demandé, écoute, ça, si tu veux bien, ça va être ton dossier. C'est toi le leader de ça. Ça ne m'empêche pas que parfois, je lui demande où est-ce qu'on en est rendu, est-ce que telle chose a été faite. Ça se peut qu'il me demande de faire un téléphone, mais c'est son dossier, c'est lui qui le lead. Et là, après ça, il faut que je lui fasse confiance. Oui. Je comprends. Donc, vraiment, apprendre à déléguer et peut-être justement, nous, en tant que femmes, se faire, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ça, des petites listes, un peu pour voir qu'est-ce qu'on trouve lourd, qu'est-ce qui déborde, qu'est-ce qui, pour nous, est peut-être moins dans nos corps, dans nos forces et proposer à notre conjoint. Mais j'aime aussi l'idée de, c'est correct de donner des tâches, mais si on dit, cette semaine, est-ce que tu peux t'occuper du menu?
on délègue. Ça se peut qu'il y ait 2 fois de pâte alimentaire, puis c'est bien correct comme ça, puis on délègue. C'est ce point-là qui est super important. Parce que si vous déléguez des choses comme ça et que ce n'est pas à votre satisfaction, mais que vous vous plaignez de ça, ce qui risque de se passer, c'est que va se fermer tout simplement et puis il ne voudra plus participer. Là, on est foutu. Mais j'ai envie de faire un petit bémol. Tu sais, admettons, si chaque fois que je te délègue le lead des repas, on mange du fast-food toute la semaine, ça ne marche pas non plus. Alors là, la prochaine fois, si je constate ça, je vais me taire là, mais la prochaine fois, je vais te demander, écoute, est-ce que tu peux prendre le lead? Oui. Et cette semaine, j'aimerais ça que tu essaies, tu sais, qu'il y a un équilibre un peu entre le fast-food puis des trucs... Inclure un peu de légumes quand même. Que ça soit un petit peu plus équilibré, je comprends. Mais peut-être que sur le coup, de le rabrouer ou même de faire des commentaires devant les enfants, c'est clairement pas une bonne idée, là. Oui, puis tu sais, il faut faire attention. Tu sais, si je donne à mon mari le dossier, c'est toi qui donnes les bains et qui passe une semaine sans laver les cheveux des enfants, tu sais, à un moment donné, il est quand même, hein, c'est comme... Oui. J'adore ton bémol. Ça, c'est un peu comme quand on demande aux jeunes de faire du ménage dans leur chambre. Oui, on va tolérer que ce ne soit pas parfait. Mais en même temps, si on ramassait juste la moitié des jouets... ou qui ont tout mis en dessous du lit, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais non, c'est ça. Fait que, c'est un peu la même chose. Si on se partage les dossiers et que papa fait exprès de saboter sa partie ou la fait vraiment à moitié, pour plus la faire, quand même d'avoir une petite discussion, là. Mais reste que l'échange, hein, je pense, la discussion, et peut-être de dire, on délègue les deux, on se délègue des choses, et donnons-nous rendez-vous dans une semaine ou en fin de semaine, faisons le point. Hein? D'avance, si on prévoit faire le point sur la situation, eh bien, on pourra souligner, peut-être c'est important aussi de souligner les bons coups. Waouh, aujourd'hui, c'était bon, on le fait avec nos enfants, mais avec notre conjoint aussi. Lorsqu'on délègue quelque chose, puis on apprécie que ce soit fait, que ce soit bien fait, on peut le dire aussi, de peut-être pas toujours chercher justement la bête noire, hein, parce que ça peut devenir lourd à la longue pour l'autre conjoint. Transformer nos plaintes par des demandes claires. On est bonne là-dedans, dans se plaindre. Est-ce qu'on peut faire des demandes au lieu des reproches? Tu sais, puis aller avec « j'ai besoin de »,« j'aimerais que »,« pourrais-tu, s'il te plaît », plutôt que, tu sais, c'est tellement facile de dire « ben là, c'est toujours moi qui est obligé de s'occuper de préparer tous les repas, c'est toujours moi qui s'occupe des devoirs des enfants, moi, j'en ai marre. » Souvent, on va déverser un peu notre malaise. Mais peut-être qu'on va prendre un petit peu de recul, on va prendre 2, 3, 4 tisanes à la camomille, puis penser, dire comment je peux le formuler en demande claire ou en termes de besoin. Ça aide beaucoup à sortir des reproches. Ouais. Et justement, de s'entendre avec le conjoint, cette tâche-là, c'est difficile pour moi, ou là, j'en peux plus, c'est lourd. Comment on peut faire? Puis parfois, on peut être surpris peut-être parce que l'autre va nous proposer, hein, nous, on a notre scénario, mais d'ouvrir la discussion, peut-être que notre conjoint va arriver avec une solution à laquelle on n'avait pas pensé. Puis tant mieux, ça fera l'affaire de la famille, puis tout le monde va être gagnant là-dedans. Merci beaucoup. Dans ce segment Coup de cœur, je tenais à vous partager l'histoire d'une collègue journaliste, André Martin, qui a fait le choix d'aborder la parentalité avec un modèle parental qui diffère de ce qu'on pourrait catégoriser de la norme. Elle a choisi de former une équipe de coparents avec son meilleur ami. Bonjour André. Salut Maggie. D'abord, félicitations pour ta magnifique petite Jeanne qui a maintenant 10 semaines. Raconte-moi, comment ça va? Ça va bien. Tu sais que les 3 premiers mois après l'accouchement, de plus en plus, on appelle ça le 4e trimestre. Là. Je suis en train de sortir. Là, Jeanne a eu 2 mois il n'y a pas longtemps du 4e trimestre et je sens que j'émerge. Là. Je comprends beaucoup de choses qu'on m'avait dit, on m'avait expliqué avant d'accoucher, à quel point ça peut être quand même difficile. Là. Un accouchement, moi, j'ai dû avoir une césarienne qui n'était pas planifiée, qui n'était pas désirée non plus. Ça a été difficile sur le corps, mais ça va bien, ça va bien. Jeanne est en parfaite santé et je savais que j'allais l'aimer, mais là, je le vis. On sait à quel point un accouchement, c'est exigeant. Une césarienne, on a même des limites physiques.
Florent, le papa de Jeanne et toi, vous aviez déjà convenu à la base que vous n'habiteriez pas ensemble. Justement, comment ça s'est passé les premières semaines, les premiers mois, alors que tu te retrouvais un peu toute seule, surtout avec la pandémie là, qui limite encore plus les contacts? Ben oui, c'est vrai. D'abord, tu sais, habiter ensemble, on n'en a même jamais discuté, ça n'a jamais été une option là, dans notre coparentalité. Je veux dire, Florent et moi, on n'est pas un couple, on a chacun l'endroit où on vit. Puis ça on n'a jamais pensé là, habiter ensemble. Par contre, Florent a la clé de chez moi, puis il peut venir visiter Jeanne quand il veut. C'est vrai que la pandémie, ça a un peu changé notre modus operandi parce que Jeanne est toute petite, elle n'est pas vaccinée, elle est ultra vulnérable en ce moment. Donc, on a décidé de vraiment, je me suis fait une petite bulle avec Jeanne, puis Florent vient la visiter souvent, mais pas quand il y a eu des contacts parce que Florent a un chum qui a 2 enfants, lui aussi, en coparentalité. Et les deux, tous, c'est exponentiel, quoi les chances, ouais, les contacts. Oui, c'est ça. Et ben c'est ça, on s'attendait quand même un peu à ça parce que c'était un bébé tout neuf. Là. Et j'allaite. Je sais pas s'il y a une mère là, qui se verrait se séparer de son enfant pendant plusieurs jours. Donc, tu sais, l'aspect coparentalité, de garde. Nous, on sait que ce sera pas une garde partagée 50-50. Ça va être quoi? On le sait pas. On le sait qu'on le sait pas. On sait qu'on va le construire, qu'on va construire notre modèle de coparentalité au fur et à mesure que Jeanne va grandir. Mais ça va être quand même plus tard, dans quelques mois, peut-être quand Jeanne va avoir 6 mois ou 1 an, on va pouvoir comme plus commencer à faire des gardes. Mais on n'a pas fait de grands plans précis parce que je pense que c'est la pire erreur que tu peux faire quand tu deviens parent. Tu peux pas. Si tu fais un plan, c'est à peu près sûr que c'est pas ça qui va se passer. On l'a vu avec l'accouchement, entre autres. Hein? Me trompe? Est-ce que je me trompe? Non. C'est ça. Ça se passe rarement comme on l'avait prévu, du moins exactement comme on l'avait prévu. Mais justement, comment tu te sens physiquement, tout ça? Je veux dire, c'est exigeant le fait d'être avec Jeanne. Je sais que tu avais déjà quand même exploré la réflexion de la solo-parentalité. Donc, j'imagine que tu t'étais préparée à ça, mais on vient de le dire, c'est impossible d'être totalement prête. Non, c'est ça, parce que pour la petite histoire, moi, j'avais décidé d'avoir un enfant seul. Je me lançais dans la solo-parentalité. J'avais fait mes tests de fertilité. Ma fertilité était en chute libre. Donc, j'ai pris cette décision-là à 39 ans. Je vais bientôt avoir 41 ans. Et c'est qu'à un moment donné, dans une fête entre amis, Florent, mon meilleur ami, était là, puis je lui ai confié ce secret-là que je me lançais dans la solo-parentalité parce que je voulais vraiment être maman. Puis c'est là qu'il m'a dit, ben, je pourrais être, si tu veux, je pourrais peut-être être le père de cet enfant-là. Puis c'était comme un peu une blague et pas à la fois. Puis nos discussions ont commencé comme ça, puis on a discuté vraiment pendant longtemps parce que c'est pas une décision que tu prends à la légère. Mais oui, j'étais prête à être une maman solo-parentale dès le départ. Donc, il y a pas de... C'est pas lourd. Non. Puis les nuits sont courtes présentement. Jeanne boit aux 3 heures. Oui, c'est rock'n'roll, mais je savais que ça allait être ça. Puis j'ai de l'aide. Florent est venu passer des nuits pour m'aider. Je suis allée passer plusieurs jours chez ma mère et mon beau-père. J'en ai de l'aide aussi. Je suis vraiment bien entourée. Je dis souvent que Jeanne a un village autour d'elle, puis, mais c'est pas lourd. C'est difficile, là. C'est pas un nuage rose, là. 24/24, c'est important de le dire. Mais ça va bien, puis j'étais prête à ça aussi. Mais tu en as parlé justement avec Florent, vous vous êtes assis, vous avez discuté, parce qu'au-delà de dire « Ah oui, on pourrait faire ce projet-là ensemble », on s'entend, c'est un projet de vie, ça a des impacts importants, mais parlons de façon plus concrète. Tu l'as dit, c'est ton meilleur ami. Jusqu'où on se rend justement dans l'intimité, ne serait-ce que l'accouchement, est-ce qu'on l'invite, est-ce qu'on... Jusqu'où sont allées vos discussions? Parce qu'il faut être prêt quand même à s'ouvrir, à partager notre intimité avec notre coparent. Ah, t'as raison. Ah, puis la question est vraiment pertinente parce que au départ, quand Florent m'a dit « je pourrais être le père de ton enfant », est-ce que tu vas être seulement
le père, puis on lui dit pas que c'est toi son père, le père biologique, mais un jour, on lui dira que c'est toi. Tu sais, moi, c'était hors de question que je cache l'identité du père si je connaissais. Et Florent était à la même place que moi là-dessus. Mais au fur et à mesure que nos discussions ont progressé, Florent s'est bien rendu compte qu'il ne voulait pas être juste un père biologique, il voulait être impliqué. Parce qu'il faut connaître ce gars-là, il a le cœur tellement grand, tu sais, il a des valeurs de cœur exceptionnelles. Donc, c'était évident qu'il allait vouloir avoir un lien avec son enfant. Donc, ces discussions-là ont eu lieu avant qu'on commence les essais artisanaux. Parce que c'est sérieux. On n'est pas un couple, mais on est liés. On est liés à vie. En même temps, l'avantage, c'est que nous, on ne se séparera pas. Tu sais. Mais on va être confrontés à des enjeux de parentalité comme tous les autres parents. Ça, c'est certain. Oui. Et justement, bon, souvent, lorsqu'on a un enfant, c'est avec quelqu'un qui est notre amoureux. Et là, tu l'as nommé clairement, vous n'êtes pas en couple. Florent est gay. Toi, tu es célibataire. C'était su, c'était assumé. Et il n'y a eu aucune ambiguïté. Oui. Est-ce que ça t'a enlevé une pression, ne serait-ce que justement pour assister à l'accouchement ou dans des moments plus intimes, qu'il n'y ait pas cette pression-là de relation, de sexualité ambiguë? Ben, j'ai eu un cheminement à faire. Honnêtement, si Florent m'avait dit je tiens pas à être à l'accouchement, ça me gêne, je suis mal à l'aise, je lui aurais dit il n'y a aucun problème. Ouais. Tu sais, soit à l'hôpital, puis dès qu'elle sort, on t'appelle, puis tu viendras. Mais il voulait être là. Il voulait être là. Puis à partir du moment où il m'a dit ça, est-ce que je peux vraiment refuser à un papa de voir naître son enfant? Non. Jamais. Donc, ça n'a pas été long. Je me suis adaptée. Puis après, pour l'avoir vécu, l'accouchement, ça avait super bien commencé, puis ça a fini en césarienne. Chance qu'il était à côté de moi, là, Florent. Là. Donc, mais oui, c'est spécial. C'est certain que c'est particulier. C'est pas mon amoureux. T'es tellement vulnérable quand t'es en train de donner la vie. Mais une fois rendu là, il y avait il n'y avait pas de gêne, j'étais très à l'aise dans tout ce qui se passait. Ouais. Justement, vous aviez mis, je pense, des bases saines à tout ça, mais avez-vous envisagé parfois dans vos discussions la question peut-être de la légalité, justement, à savoir, compte tenu que c'est son papa et non pas simplement un géniteur, l'acte de naissance, est-ce que vous avez des droits en termes juridiques? Avez-vous exploré cet aspect-là? Oui. Parce qu'on pensait pour bien faire les choses, là, qu'on pouvait s'écrire un contrat, le signer devant un notaire, vraiment pour dire, bon, regarde, Florent, moi, je m'engage à telle affaire. Moi, André, je m'engage à telle chose. Voici là où je vais aller. Je te promets que je n'irai pas à telle place ou tout ça. Et quand j'ai fait mes vérifications auprès d'un avocat et un notaire, on m'a dit, ben non, ça n'a aucune valeur légale. Devant un tribunal de la jeunesse, par exemple, si vous êtes les parents à partir du moment où deux adultes font un enfant, vous avez des droits, vous avez des responsabilités et c'est le droit de l'enfant qui prime. Alors, faites un contrat devant un notaire si vous voulez, ça va vous coûter des centaines de dollars, mais devant un juge, ça n'aura pas de valeur. Donc, c'est un contrat du cœur, c'est tout. Mais il faut vraiment se faire confiance. Il faut vraiment se faire confiance. Mais c'est ça, j'ai pas choisi n'importe qui. Mon meilleur ami m'a tendu la main sur la route de la maternité, puis j'ai dit oui. Je trouve que c'est le plus beau cadeau aussi que je peux faire à ma fille. C'est que grâce à Florent, mon enfant a un papa, puis c'est inestimable. Moi, je me trouve chanceuse parce que c'est pas toutes les mamans qui décident d'avoir un enfant seul qui ont un Florent sur leur route. Il y en a qui en veulent pas non plus, qui veulent vraiment y aller solo.
Mais pour moi, c'est un cadeau. Oui. Ah non, clairement. Et je pense que votre petite Jeanne ne manquera jamais d'amour. Et ça, c'est l'essentiel pour tout enfant. L'amour, la connexion avec des personnes significatives. Et en terminant, est-ce que tu aurais, sans nécessairement que ce soit un conseil, mais quelque chose à partager avec ceux et celles qui nous écoutent, qui explorent justement de nouveaux modèles parentaux ou une vision peut-être différente de la parentalité en explorant la coparentalité? Bien, la première chose, là, mon message serait pour les femmes qui songent à devenir mères, là, c'est d'aller tester leur fertilité. Moi, j'aurais aimé ça, me faire donner ce discours-là plus tôt parce que quand j'ai commencé les démarches, j'ai réfléchi pendant plusieurs années, Maggie, à est-ce que je le fais? Ben, je vais attendre de rencontrer le bon gars, le bon gars, il va peut-être arriver un jour, mais il est pas encore arrivé. Puis, quand je suis allée faire tester ma fertilité à 39 ans, je suis tombée en bas de ma chaise. Là. J'avais presque plus de chance d'avoir un bébé. Alors, mon premier conseil pour les filles, pour les femmes, c'est de faire tester sa fertilité quand même assez tôt. On peut pas savoir. Je veux dire, c'est pratiquement une loterie. On n'a pas de signe avant-coureur nécessairement de où en est notre fertilité. Il y a des femmes qui, à 42 ans, tombent enceintes hyper facilement. Je veux dire... Absolument. Mais tu sais, on fait nos carrières, on veut nos familles plus tard, mais la ménopause arrive encore elle s'est pas retardée, la ménopause. Puis il y a des moyens de préserver la fertilité. Si on se dit, je peux peut-être un enfant plus tard, mais pas tout de suite, bien, il y a des moyens. Bref, ça serait parce que moi, Jeanne, c'est un petit miracle, là. J'étais devenue infertile. Donc, j'ai fait des gros traitements de fertilité pour être capable de tomber enceinte. Sinon, pour un projet de coparentalité, mon conseil, c'est la communication. C'est comme dans un couple, là, parce que Jeanne se fiche qu'on soit des amoureux, des meilleurs amis, des inconnus. C'est la communication. Il faut vraiment s'assurer qu'on est à la même place avant de commencer les démarches et être ouvert à ce que ça évolue pendant les discussions, mais il faut vraiment que ce soit clair. Si tu as des attentes envers le père, que lui, c'est pas ça, sa vision de la parentalité, ça va être super difficile. Donc, et c'est pas aussi facile que ça coule pas de source comme un couple traditionnel, si on veut. Donc, faut vraiment prendre le temps de réfléchir puis de bien se choisir. C'est pas juste moi qui ai choisi Florent. Florent m'a choisi aussi, là, à travers nos discussions. C'est un travail d'équipe dès le départ et je pense s'assurer au moins d'avoir les valeurs de base semblables parce qu'on le sait, éduquer des enfants, ça nous brasse à l'intérieur, dans nos valeurs, ça vient nous chercher. Alors de choisir quelqu'un au moins avec qui on démarre sur les mêmes bases. Puis après, tu l'as dit, la clé, je pense, de toute équipe parents, c'est la communication pour évoluer là-dedans. Merci André de nous avoir partagé ton histoire et je vous souhaite évidemment beaucoup de bonheur. Merci aux deux coachs familiaux Nancy Doyon et Martin Daigle de SOS Nancy. Et dans le segment coup de cœur, un merci chaleureux à André Martin qui a si gentiment accepté de nous partager son histoire de coparentalité. Mon nom est Maggie Bélanger. Merci d'avoir choisi ce balado afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits.